Introduction à la légende de Ragnar. Lodbrok. Ragnar Lodbrok occupe une place singulière à la croisée de l'histoire et de la légende dans la culture scandinave et européenne. Cette figure emblématique, dont la renommée s'étend bien au-delà des terres nordiques, fascine depuis des siècles. Il est à la fois un personnage historique dont les traces se perdent dans les annales du Xe siècle et un héros épique symbolisant les exploits des Vikings, ces redoutables navigateurs et guerriers venus du Nord. Dès les premières mentions, Ragnar apparaît comme un guerrier audacieux et un homme d'une grande intelligence stratégique. Son nom, que l'on retrouve dans plusieurs sagas islandaises, est associé à des raids mémorables sur les côtes de l'Angleterre et de la France actuelle. Ces incursions marquent une période charnière de l'histoire européenne, où les royaumes naissants doivent faire face à des attaques venues de la mer, surprenant par leur rapidité et leur efficacité. L'importance de Ragnar dans la mémoire collective réside aussi dans la complexité de son personnage. Il est dépeint non seulement comme un chef de guerre intrépide, mais aussi comme un homme capable de réflexion et de ruse. Plusieurs récits lui attribuent des exploits extraordinaires, mêlant faits historiques et éléments merveilleux, ce qui amplifie son aura de héros légendaire. Ainsi, il incarne à la fois la brutalité des combats et la sagesse tactique nécessaire pour survivre dans un monde en constante évolution. La transmission orale, puis écrite des aventures de Ragnar, est un facteur crucial de sa postérité. Les poèmes en vieux norrois, notamment ceux qui composent les sagas, offrent une source précieuse pour comprendre son rôle. Ces textes, bien que datant de plusieurs siècles après sa mort présumée, montrent que la mémoire de Ragnar était vivante et importante pour les peuples scandinaves, témoignant de leur fierté et de leur identité culturelle. Par ailleurs, Ragnar est souvent associé à une descendance illustre. Ses fils, eux-mêmes héros de la tradition viking, poursuivent la lutte et les explorations à travers l'Europe. Ces dynasties familiales consolidèrent leur pouvoir sur plusieurs générations, étendant leur influence géographique et politique. Ce principe de succession ajoute une dimension historique à la légende, reliant directement les exploits du père aux conquêtes futures de ses héritiers. Dans le contexte européen médiéval, la figure de Ragnar Lodbrok symbolise aussi un moment clé des interactions entre différentes cultures. Les raids vikings ne sont pas simplement des attaques violentes, mais aussi un vecteur d'échanges économiques et culturels. Leurs voyages facilités par leur maîtrise de la navigation ouvrent la voie à de nouveaux contacts entre les peuples, contribuant ainsi à modifier le paysage politique et social du continent. De plus, l'étude des sources historiques évoquant Ragnar révèle les limites entre l'histoire et le mythe. Certains événements attribués à Ragnar sont contestés ou peuvent-ils correspondre à plusieurs personnages historiques réunis en une seule figure légendaire. Cette ambiguïté nourrit le mystère et invite à une lecture critique des récits, tout en maintenant l'intérêt vif pour ce héros qui traverse les âges. Il est également essentiel de noter le rôle que joue Ragnar dans la culture populaire contemporaine. De nombreuses adaptations modernes, qu'elles soient littéraires, télévisuelles ou cinématographiques, popularisent dans son image, souvent embellie et dramatique. Toutefois, cette popularité contribue à nourrir la curiosité et l'envie d'en savoir plus sur ses racines historiques, incitant ainsi chercheurs et amateurs à approfondir leur compréhension de cette époque. Les légendes attachées à Ragnar mettent en lumière ses qualités humaines, sa bravoure confrontée à la peur de la mort, son intelligence face aux défis stratégiques et sa détermination dans la quête d'honneur et de reconnaissance. Ces aspects de son caractère font de lui une figure intemporelle, exemplaire dans la façon dont les sociétés humaines ressentent la nécessité de héros pour représenter leurs valeurs. En retraçant l'histoire de Ragnar Lodbrok, on comprend mieux le contexte dans lequel il évoluait. Une Europe morcelée, aux frontières mouvantes, où les alliances et les conflits déterminaient constamment la place de chacun.
C'est dans ce cadre que les exploits de Ragnar prennent toute leur dimension, reflétant à la fois les forces et les fragilités de son époque. Les Vikings, sous la conduite de chefs comme Ragnar, révolutionnent les méthodes de combat et d'organisation. Leur usage des drакars, bateaux longs et rapides, leur permet de mener des attaques éclairs et de pénétrer en profondeur sur les terres adverses. Ce type d'intervention bouleverse les royaumes d'alors et stimule des réponses politiques et militaires qui modifieront durablement le visage de l'Europe médiévale. Enfin, l'analyse de la légende de Ragnar Lodbrok permet de saisir comment les sociétés anciennes créaient des récits pour expliquer leur histoire et donner du sens à leur expérience collective. Ces histoires, mêlant réalité et invention, participent à la construction d'une identité collective qui perdure aujourd'hui à travers la fascination qu'elles exercent sur le monde moderne. Ainsi, la découverte de la vie et des exploits de Ragnar Lodbrok offre un voyage dans un passé où l'histoire se mêle au mythe. Loin des drames et des grandes émotions, cette histoire nous livre une compréhension paisible, riche en fait, d'un personnage qui a façonné la mémoire scandinave et européenne. Nous pouvons désormais poursuivre ce récit en explorant plus en détail son enfance, ses combats et l'héritage qu'il a laissé à travers ses fils. Les origines supposées de Ragnar. Les sources historiques médiévales, telles que les chroniques de Saxo Grammaticus, apportent des éléments significatifs, quoique parfois contradictoires, sur la naissance et la lignée de ce personnage. Saxo présente un Ragnar comme descendant direct d'une lignée royale danoise, ce qui concorde avec une certaine tradition nordique valorisant la continuité dynastique. Par ailleurs, les textes anglo-saxons font allusion à un chef scandinave nommé Ragnar, qui aurait influencé les événements militaires en Angleterre, renforçant ainsi la thèse d'un personnage à la fois historique et mythique. Les débats autour de son existence réelle se fondent sur l'absence de preuves concrètes contemporaines et sur l'emprunt à des motifs épiques communs aux cultures scandinaves. Les légendes scandinaves montrent que Ragnar aurait grandi dans des terres bordées par la mer Baltique et l'océan Atlantique, territoire propice aux raids maritimes qui façonneraient son destin. La géographie de cette région, faite de fjords, de forêts denses et de plaines côtières, permettait aux jeunes guerriers d'apprendre très tôt les techniques de navigation et de combat. Les descriptions dans les sagas insistent sur l'environnement rude mais enrichissant, offrant un cadre propice à l'épanouissement d'un chef de clan, capable de mener ses hommes vers des conquêtes lointaines. Cette origine géographique nourrit l'image d'un Ragnar à la fois sauvage et stratège, un produit de son milieu naturel et social. Les récits légendaires mentionnent également la mère de Ragnar, souvent identifiée sous le nom de Kraka, ou Aslaug selon les versions, figure centrale pour comprendre la préparation intellectuelle et morale reçue par le futur héros. Kraka, issue d'une lignée royalement mystérieuse, est décrite comme possédant une grande sagesse et une clairvoyance rare, qualité qui aurait fortement influencé Ragnar pendant son enfance. La descendante de princes morts et de prophètes, elle incarne un lien privilégié entre le monde humain et les forces surnaturelles, consolidant ainsi l'aura mythique que porte le récit. La place accordée à cette figure féminine suggère que la construction identitaire de Ragnar ne se limite pas uniquement à ses exploits guerriers, mais s'appuie aussi sur une éducation spirituelle profonde. L'analyse des sagas principales telles que la Völsunga saga et la Ragnarssona Tatra révèle un panorama composite où l'histoire et la mythologie s'entrelacent. Ces contes médiévaux illustrent simultanément la montée au pouvoir de Ragnar et les rivalités internes qui ont marqué son époque. Sa jeunesse est souvent décrite comme marquée par des épreuves initiatiques, indispensables à la légitimation de son futur rôle dans les luttes politiques de la Scandinavie viking. À travers ces épisodes, apparaît une figure résiliente, capable d'affronter les défis personnels et collectifs avec une détermination hors du commun.
Cette construction narrative témoigne de la volonté médiévale de présenter un héros exemplaire, reflet idéal des valeurs guerrières et familiales. Les interprétations modernes tentent de démêler les éléments réels des mythes embellis dans le temps, en observant les contextes historiques des IXe et Xe siècles. À cette période, la Scandinavie connaît une transformation majeure, avec l'apparition d'États plus structurés et la montée en puissance de chefs locaux. Ragnar, dans cette perspective, pourrait représenter une figure symbolique incarnant la transition entre l'Antiquité germanique et l'ère viking. Les archéologues ont découvert des vestiges de fortifications et de sites de peuplement datant de cette époque, corroborant indirectement l'existence d'une élite guerrière à laquelle il appartenait peut-être. Ainsi, les origines supposées de Ragnar reflètent les mutations politiques, sociales et culturelles d'une région en pleine évolution. Les textes médiévaux, bien que parsemés d'inexactitudes, montrent l'importance de la mémoire collective en Scandinavie autour de ce personnage. Chaque communauté rapportait des versions propres, intégrant les exploits de Ragnar à son propre héritage local. Cette diversité narrative illustre la manière dont les sociétés vikings utilisèrent les récits pour renforcer leur identité et transmettre des valeurs. De plus, certains éléments symboliques, comme la représentation de ses fameux fils Björn, Ivar et Sigurd, illustrent la pérennité d'une lignée de guerriers, consolidant l'image d'un patriarche fondateur d'une dynastie. Cette construction familiale renforce la dimension nationale et épique du personnage. Malgré l'absence de documents contemporains indiscutables, plusieurs chroniques hors de Scandinavie évoquent indirectement des leaders vikings, dont les traits pourraient correspondre à ceux attribués à Ragnar. Par exemple, les annales anglaises mentionnent des raids et des chefs venus du Nord, qui ont profondément marqué les royaumes anglo-saxons. La confusion entre personnages historiques et légendaires est fréquente, ce qui complique la tâche des historiens modernes. Cependant, cela contribue à l'attrait durable pour cette figure, qui incarne à la fois l'aventurier, le stratège et le guerrier. Les multiples facettes de Ragnar représentent ainsi un miroir des aspirations et des peurs de ses contemporains. En synthèse, les origines supposées de Ragnar dessinent un portrait fascinant à mi-chemin entre la réalité historique et la légende. Sa famille, son lieu de naissance et son éducation forment le socle d'une identité construite au fil du temps, façonnée par les récits populaires autant que par les ambitions politiques des chefs vikings. Cette complexité révèle combien la transmission orale et écrite a joué un rôle crucial dans la formation de son image. Comprendre ses racines est essentiel pour saisir la portée symbolique et culturelle de Ragnar, figure tutélaire de la Scandinavie médiévale et de son imaginaire collectif. À mesure que nous progressons dans cette exploration, il devient évident que Ragnar ne peut être défini par une origine unique ou une histoire linéaire. Son récit reflète avant tout les dynamiques mouvantes d'un monde en mutation, où le mélange du mythe et du vécu crée une identité profonde. Nous allons maintenant découvrir plus en détail les exploits supposés et les événements qui ont fait de lui une légende vivante, poursuivant ainsi l'écho durable de cette figure remarquable. Le contexte historique du IXe siècle. Au IXe siècle, l'Europe est un territoire en pleine mutation, où se croisent forces politiques, tensions sociales et transformations culturelles. Cette période est marquée par l'effondrement progressif de l'Empire carolingien, vaste ensemble politique qui avait unifié une bonne partie de l'Ouest européen sous Charlemagne et ses successeurs. À la mort de Louis le Pieux, son fils, en l'an 437, la division de l'Empire entre ses héritiers fragilise considérablement l'équilibre régional. Ce morcellement territorial offre un terreau fertile à l'émergence de nouvelles puissances et au développement de mouvements migratoires ainsi qu'aux invasions extérieures. Dans ce contexte instable, les royaumes francs voient à quoi leur autorité diminuer, tandis que les seigneuries locales gagnent en importance, tenant à la fois des fonctions militaires,
judiciaire et économique, ce qui fait évoluer la structure sociale traditionnelle. Parallèlement, l'Église joue un rôle central dans l'organisation culturelle et spirituelle de l'époque. Le christianisme s'impose comme un facteur d'unification tout en renforçant les liens entre les différents territoires. Les monastères deviennent des lieux clés de savoir, de recueil de textes et de diffusion des pratiques religieuses. Pourtant, cette influence n'est pas sans tension, car les frontières confessionnelles et les luttes pour le contrôle des terres et des peuples s'intensifient. Dans ce climat général, où la puissance centrale décline, une nouvelle dynamique apparaît avec l'arrivée des Vikings, venus du nord des mers hostiles. Les peuples scandinaves, connus sous l'appellation générale de Vikings, profitent d'une série de facteurs favorables à l'émergence de leurs expéditions. Leurs sociétés, bien que souvent perçues comme brutales, sont structurées autour de castes sociales complexes comprenant des guerriers, des marchands, des artisans et des chefs locaux. Le développement de techniques nautiques avancées, notamment la conception de navires légers, rapides et résistants, leur permet d'explorer des régions éloignées, profitant des rivières et des mers pour raider, commercer et coloniser. L'économie de ces groupes repose en partie sur les butins acquis lors des attaques, mais aussi sur l'intensification des échanges commerciaux avec le reste de l'Europe et au-delà. Ces expéditions s'inscrivent dans une logique de survie, d'expansion territoriale, mais aussi de recherche de nouvelles opportunités face à la pression démographique et aux contraintes environnementales en Scandinavie. L'impact des Vikings sur l'Europe est considérable, aussi bien sur le plan militaire que culturel. Leurs incursions perturbent dans les échanges économiques et les structures administratives établies. Des villes comme Paris et Rouen subissent plusieurs attaques, obligeant les autorités à renforcer les défenses et à repenser leur stratégie militaire. Ces événements contribuent également à la naissance de nouvelles alliances et de pratiques diplomatiques, mêlant parfois les envahisseurs à des peuples conquis ou accueillis comme colons. La rencontre avec l'Occident chrétien entraîne une transformation progressive des mentalités chez certains chefs vikings, qui adoptent la religion chrétienne et s'intègrent dans le tissu politique local. En parallèle, la société européenne connaît des mutations profondes. L'agriculture se développe grâce à des innovations techniques, augmentant la productivité. Les villes commencent à grandir, favorisant des échanges culturels et économiques plus intenses. Toutefois, la majorité des habitants reste rurale et vit dans des conditions souvent précaires, soumise à la noblesse locale et à un système de dépendance qui préfigure le futur féodalisme. La littérature, les arts et les savoirs se transmettent essentiellement via l'Église, ce qui explique la rareté des documents écrits, issus des classes populaires. La langue, quant à elle, évolue lentement dans chaque région, donnant naissance à différentes variantes qui verront apparaître plus tard les langues modernes. Dans l'ensemble, le IXe siècle est une époque de contraste marquée par des conflits et des échanges, des régressions mais aussi des progrès. Le territoire européen est loin d'être homogène, chaque région s'organisant autour de pouvoirs locaux influencés par une histoire spécifique. C'est dans ce paysage pluriel et dynamique que se dessinent les contours de la légende de personnages comme Ragnar Lodbrok, dont les récits s'insèrent à la fois dans la réalité historique et dans l'imaginaire collectif. Ces figures incarnent la complexité de cette période agitée où cohabitent violence, adaptation et transformation. Le rôle des Scandinaves dans ces bouleversements ne peut être sous-estimé. En effet, leurs activités contribuent non seulement à remodeler la géopolitique de l'Europe occidentale, mais aussi à créer des ponts avec des contrées lointaines, allant jusqu'à l'est de l'Atlantique et au-delà. Par les raids, les établissements et les mariages, ils transmettent que leur culture et intègrent celle des peuples rencontrés. Ces interactions favorisent un brassage culturel riche, qui aura des répercussions dans les siècles suivants, tant sur le plan linguistique que social. C'est ce mélange entre les racines nordiques
et l'environnement européen qui donnera naissance à des dynamiques nouvelles. Enfin, il est important de souligner que la figure même de Ragnar Lodbrok, bien qu'entourée de mystères, reflète ces conditions tumultueuses. Chef de guerre, explorateur, mais aussi stratège, il incarne l'esprit d'une époque où force et ruse sont nécessaires pour survivre. Son histoire, transmise par des sagas et des chroniqueurs, est un miroir des défis auxquels étaient confrontés les Vikings et les Européens à leur époque. Cette période est donc non seulement celle des conquêtes, mais aussi celle des rencontres, des échanges et des transformations profondes qui préparèrent le Moyen Âge. Cet aperçu du contexte du IXe siècle nous permet de mieux comprendre les motivations, les moyens et les conséquences des actions des Vikings, ainsi que leur place dans l'histoire européenne. Ce cadre historique sert de fondement pour explorer plus spécifiquement la vie et les exploits attribués à Ragnar Lodbrok, dont le récit continue de fasciner et d'inspirer. La suite nous plongera dans le détail des voyages, des combats et des alliances qui ont forgé sa légende, révélant peu à peu la complexité d'un personnage à la croisée des temps. Le rôle de Ragnar comme chef viking, Ragnar Lodbrok, occupe une place singulière dans l'histoire des Vikings, notamment en raison de son rôle de chef. Son autorité ne reposait pas uniquement sur la force brute, mais sur des qualités stratégiques et un leadership reconnu par ses hommes. Il incarnait un modèle de chef respecté, capable d'organiser et de mener des expéditions tout en maintenant la cohésion de son groupe. La responsabilité principale de Ragnar était de guider ses guerriers lors des raids, souvent risqués et complexes. Ces incursions nécessitaient non seulement du courage, mais également une préparation minutieuse. Il étudiait les territoires, évaluait les défenses des adversaires et adaptait constamment ses tactiques en fonction des circonstances. Sa capacité à anticiper les mouvements ennemis renforçait l'efficacité de ses attaques. En plus de ses aptitudes militaires, Ragnar savait inspirer la confiance. Son charisme, bien que contenu, influençait profondément ses compagnons d'armes. Il maintenait une discipline équilibrée, où le respect mutuel primait sur la simple obéissance. Cette approche favorisait une dynamique de groupe solide, indispensable lorsque les conditions devenaient difficiles, lors des longues traversées en mer ou des combats. Ces stratégies se caractérisaient par une utilisation intelligente de la surprise et de la rapidité d'exécution. Ragnar privilégiait les attaques éclairs, frappant là où l'ennemi s'y attendait le moins. Cette méthode réduisait les pertes et maximisait les gains, ce qui contribuait à la prospérité de sa communauté et à la réputation grandissante de son leadership. Contrairement à certains chefs fondant leur autorité sur la terreur, Ragnar valorisait l'adaptabilité. Face aux adversaires plus nombreux ou mieux armés, il savait retirer ses forces pour mieux frapper ailleurs. Ce sens du timing et de la flexibilité illustre une compréhension fine de la guerre, loin d'une simple démonstration de force aveugle. Le pouvoir de Ragnar ne s'exerçait pas seulement sur le champ de bataille. Il intervenait également dans la gestion de sa communauté, veillant aux intérêts de ses guerriers, au partage des butins et à la prise de décisions collectives en certaines occasions. Ce rôle politique était essentiel pour maintenir son autorité et le soutien de ses pairs. Sa réputation s'étendait bien au-delà des frontières de ses terres natales. Les récits de ses exploits et de son habileté stratégique circulaient parmi les clans vikings et même chez ses ennemis. Cette reconnaissance contribuait à attirer de nouveaux alliés et combattants désireux de suivre un chef capable de succès durable. Ragnar possédait aussi une connaissance approfondie des navires et de la navigation, compétence vitale pour des raids côtiers. Sa maîtrise permettait d'organiser des traversées efficaces, même dans des conditions souvent périlleuses. La coordination des équipages et la préparation technique relevaient aussi de ses fonctions sous son regard attentif. Il apparaissait donc comme un dirigeant complet, mêlant savoir-faire militaire, qualités humaines et sens politique.
Cette combinaison faisait de lui un pilier dans la société viking, un leader capable d'assurer la survie et la prospérité de ses hommes dans un monde instable. Ce portrait de Ragnar souligne un aspect souvent méconnu de sa figure, celle d'un chef réfléchi et pragmatique plus qu'un simple guerrier légendaire. Sa réussite tenait autant à ses capacités stratégiques qu'à la confiance qu'il suscitait auprès de ses compagnons. En résumé, le rôle de Ragnar comme chef viking devait être compris à travers cette multifacette. Stratège efficace, leader inspirant, gestionnaire avisé. Ces éléments formaient le socle de son autorité et lui permettaient de laisser une trace durable dans l'histoire des Vikings. Cette analyse des responsabilités et des traits caractéristiques de Ragnar prépare le terrain pour explorer plus en détail les événements marquants de sa vie et les conséquences de ses choix. La prochaine partie s'engagera dans cette direction, éclairant davantage la complexité de son parcours. Les expéditions maritimes et les raids. Les voyages maritimes et les raids menés par Ragnar Lodbrok occupent une place centrale dans l'histoire des Vikings. Ragnar, figure emblématique des Scandinaves, est souvent associé à de nombreuses expéditions en terres étrangères, notamment en Angleterre et en France. Son audace et celle de ses compagnons ont marqué cette époque par des incursions qui ont profondément influencé les échanges et les conflits entre les peuples nordiques et les royaumes européens. Ces voyages ne se limitaient pas à des attaques. Ils étaient aussi des lieux d'échange, parfois de colonisation et souvent de découverte. Les premières incursions notables attribuées à Ragnar ont eu lieu sur les côtes anglaises. Ces raids, bien documentés dans les chroniques anglo-saxonnes, décrivent comment Ragnar et sa flotte sont arrivés en plusieurs vagues pour piller les monastères et les villages côtiers. Les Vikings, adeptes de la navigation agile, utilisaient de longues embarcations appelées drakar, adaptées aux navigations en haute mer et aux remontées de rivières. Ces bateaux rapides permettaient des attaques éclairs, surprenant souvent les populations locales peu préparées. L'une des attaques les plus célèbres conduites par Ragnar s'est déroulée en Angleterre dans la première moitié du IXe siècle. Selon les sources, Ragnar aurait dirigé une expédition vers le royaume de Northumbrie, où il s'est emparé de plusieurs établissements prospères. Ces attaques ravagèrent les campagnes et prirent d'assaut des fortifications rudimentaires, forçant les seigneurs locaux à renégocier leur propre sécurité face à une menace incessante venue du nord. Ces événements ont contribué à la formation de la légendaire réputation de Ragnar comme guerrier redoutable. Au-delà des terres anglaises, les expéditions de Ragnar atteignirent également les côtes françaises, en particulier celle du royaume de Francie occidentale. En cette période, la faiblesse relative du pouvoir central permit aux Vikings de pénétrer profondément dans le territoire, notamment en remontant la Seine. Ragnar profita de ces accès fluviaux pour atteindre des lieux riches en biens et peu protégés, tels que la ville de Paris. Les sièges contre Paris sont restés célèbres, car ils montrèrent à la fois la ténacité des assiégeants vikings et la résilience des défenseurs francs. Lors de ces campagnes, Ragnar s'entoura de guerriers loyaux, souvent réunis par des liens de fidélité personnelle. La discipline et la stratégie jouèrent un rôle essentiel dans la réussite des incursions. Les hommes de Ragnar exploitaient la surprise et la rapidité, puis s'éclipsaient avant que des forces de secours ne puissent intervenir. Cette tactique permit à plusieurs reprises de multiplier les effets de ces invasions sur des territoires étendus, tout en limitant les pertes dans leurs rangs. Les sources historiques révèlent également que ces voyages n'étaient pas uniquement motivés par la recherche de butin. Ragnar et ses compagnons considéraient ces expéditions comme des moyens d'étendre leur influence et d'acquérir des terres où s'établir. Ainsi, après plusieurs raids, certains Vikings commencèrent à s'installer durablement, participant à la création de colonies. Cette progression contribua à modifier durablement la géographie humaine du nord-ouest de l'Europe, notamment par la fondation du duché de Normandie quelques décennies plus tard. Il est important de souligner que,
Malgré la violence des raids, Ragnar Lodbrok n'était pas qu'un simple pillard. Sa réputation s'est forgée également grâce à sa capacité à nouer des alliances et à intégrer des éléments locaux dans ses groupes, créant ainsi une forme de pouvoir hybride. Les négociations avec certains chefs locaux apparaissent dans les récits pour atténuer des conflits ou pour obtenir des rançons. Cela témoigne d'une certaine pragmatique dans l'approche de Ragnar, qui savait aussi tirer parti de la diplomatie. Par ailleurs, les expéditions en mer de Ragnar ont ainsi contribué à une meilleure connaissance des territoires côtiers de l'Europe occidentale. Ces voyages vers l'Angleterre et la Francie occidentale ont permis d'établir des routes maritimes nombreuses, utilisées par les Vikings pour des échanges commerciaux en plus des raids. Cette circulation fluide a influencé les cultures locales et favorisé les échanges de biens, d'armes et de techniques. Les Vikings devinrent peu à peu des acteurs incontournables dans ces régions. Certains récits racontent également que ces incursions furent à l'origine de la migration de populations nordiques vers l'ouest. Des familles entières embarquaient avec leurs biens, cherchant des terres promises loin des conflits internes ou de la surpopulation. Ces mouvements de peuple participèrent à l'expansion viking et à la diffusion de leur culture. Ragnar Lodbrok joua un rôle majeur en tant que leader de ces grandes expéditions migratoires, à la fois militaires et démographiques. Les annales anglo-saxonnes mentionnent un épisode où Ragnar aurait été capturé après un raid particulièrement audacieux. Ce fait souligne les risques permanents de ces voyages, confrontés aux forces locales toujours prêtes à résister. Néanmoins, les récits insistent sur le courage et le sang-froid du chef viking, qui aurait su faire face à son sort avec détermination. Ces témoignages renforcent la figure classique de Ragnar comme modèle de vaillance et de stoïcisme nordique. La solidité des forces vikings dans ces campagnes s'appuyait aussi sur des techniques de combat adaptées aux environnements variés de la côte et des villes. Ragnar et ses hommes utilisaient des tactiques rapides, souvent sur plusieurs fronts, combinant attaques navales et terrestres. Leur maîtrise des longs bateaux leur permettait de débarquer en n'importe quel lieu et de se replier avec la même efficacité. Ces méthodes constituaient une nouveauté redoutable pour les défenses locales du Haut Moyen Âge. En France, la montée des incursions vikings engendra une prise de conscience progressive du danger. Les seigneurs locaux durent multiplier les efforts pour construire des fortifications solides et organiser des milices. Ce processus marqua la transition du royaume de Francie vers une société plus militarisée. Ragnar, par ses raids répétitifs, contribua involontairement à l'évolution des structures défensives qui allaient modifier la guerre médiévale en Occident. Les villes au bord des fleuves devinrent des points stratégiques cruciaux. Dans ce contexte, la confrontation entre Ragnar et les souverains francs, souvent évoquée dans les chroniques, illustre la complexité des rapports entre envahisseurs et dominés. Si les raids avaient pour but initial la prédation, ils ouvrirent aussi la voie à des négociations, à des échanges de terres et parfois même à des mariages politiques. Ces interactions ont tracé la voie vers un enracinement progressif des Vikings en terre conquise, donnant naissance à une nouvelle forme de société mixte. Il faut aussi noter que la dimension religieuse joua un rôle lors de ces expéditions. Les Vikings étaient alors encore païens et leurs attaques contre les monastères chrétiens avaient une forte charge symbolique. Ragnar et ses hommes voyaient dans la fortune glanée les marques de la faveur divine selon leurs croyances. Cette opposition entre culture et religion fut un facteur important dans la violence des combats, mais aussi dans la mémoire collective qui s'est construite autour de ces événements. Les traces laissées par Ragnar et ses expéditions ont servi de base pour les légendes et les sagas nordiques. Bien que les récits comportent des éléments mythiques, la réalité historique témoigne d'une phase d'expansion intense qui a profondément bouleversé l'Europe. La combinaison des voyages en mer, des raids rapides et des implantations durables
a été un élément clé de cette dynamique. Ragnar, en chef charismatique, symbolise ce temps où les Vikings étaient en pleine effervescence. L'héritage des expéditions de Ragnar se manifeste aussi par les modifications économiques qu'elles ont entraînées. Ces incursions ont perturbé les circuits commerciaux traditionnels, mais elles ont aussi permis d'ouvrir de nouvelles routes et d'intensifier les échanges entre Scandinavie et Europe occidentale. Les contacts avec les peuples locaux ont favorisé la diffusion des techniques métallurgiques, des styles artistiques et des innovations militaires. Ces échanges sont au cœur de la transformation du Haut Moyen Âge. L'importance stratégique des fleuves comme la Seine et la Tamise dans les exploits de Ragnar ne saurait être sous-estimée. Ces voies d'eau permettaient d'atteindre rapidement les centres urbains les plus riches. Le contrôle temporaire de ces points clés offrait aux Vikings un avantage financier et militaire indéniable. La maîtrise des trajets fluviaux a constitué un des facteurs essentiels de la réussite des expéditions maritimes scandinaves. Et Ragnar en fut un maître incontesté. Ragnar Lodbrok et ses hommes pratiquèrent également des raids saisonniers, profitant des conditions météorologiques favorables à la navigation. La période de printemps et d'été était propice à ces expéditions car la mer était plus calme et les jours plus longs. Cette organisation dans le temps permettait aussi de maximiser les ressources ramenées d'Angleterre ou de Francie, tout en assurant aux guerriers un retour à leur terre pour se reposer et préparer de nouvelles campagnes. Une dimension discrète mais essentielle de ces voyages fut la gestion logistique des équipages. Le ravitaillement, le maintien de la discipline et la prévention des maladies demandaient une organisation rigoureuse. Ragnar semble avoir été un chef respecté qui connaissait l'importance de ces aspects pour la survie et le succès. Cette gestion pragmatique fait de lui non seulement un combattant, mais un stratège capable de durer dans des conditions difficiles. Ces expéditions firent aussi évoluer la perception des Vikings en Europe. Les populations locales oscillèrent entre fascination pour la bravoure et peur des destructions. Au fil du temps, les chroniqueurs commencèrent à décrire Ragnar non plus uniquement comme un ennemi, mais comme un adversaire honorable, capable de gestes de clémence. Cette complexité dans la représentation reflète la richesse des contacts entre cultures différentes dans ce contexte historique mouvant. Les traces archéologiques ont confirmé plusieurs aspects des récits historiques sur les voyages de Ragnar. Des fosses communes, des objets vikings retrouvés sur les sites de combat ou d'installations précaires attestent de la réalité des raids et de l'incursion durable. Ces découvertes permettent aujourd'hui de mieux comprendre les conditions matérielles de ces expéditions et leurs impacts sur les populations autochtones. Enfin, ces voyages de Ragnar posent la question plus large des déplacements humains au début du Moyen Âge. Ils illustrent comment des groupes définis par leurs traditions et leur environnement scandinave se sont projetés vers l'extérieur, modifiant les équilibres territoriaux et culturels. Ragnar, à travers ses expéditions, incarne cette volonté d'aventure, mais aussi de transformation, qui marque une étape majeure dans l'histoire européenne. Ainsi, l'analyse détaillée des expéditions maritimes et des raids de Ragnar Lodbrok révèle une succession de faits précis, incarnés par un chef à la fois guerrier et pragmatique. Les territoires d'Angleterre et de Francie furent le théâtre de nombreuses actions qui, loin des embellissements romanesques, témoignent d'une époque complexe. Ces événements annoncent des mutations profondes, tant dans les relations entre peuples que dans la formation de nouveaux paysages politiques et sociaux. Cette exploration historique nous conduit progressivement à envisager les conséquences humaines et légendaires de ces aventures, ouvrant la voie à un récit plus personnel. Les alliances et les ennemis de Ragnar. Dans cette ère où l'honneur et la loyauté définissent les liens entre chefs, Ragnar s'efforce d'établir des alliances solides. Ces unions passent souvent par des mariages ou des pactes militaires, destinés à renforcer sa position face aux rivaux. L'alliance avec le roi Auric est emblématique de cette tactique. Auric, souverain danois,
voit en Ragnar un allié potentiel pour étendre son empire et repousser les menaces venues de l'intérieur ainsi que de l'extérieur. Cette relation fluctuante entre fidèle collaboration et tensions sourdes illustre les subtilités de la diplomatie viking. Les ennemis de Ragnar ne se limitent pas aux puissances scandinaves. Les conflits avec les royaumes francs sont particulièrement marquants. Les raids menés par Ragnar contre les monastères et les villes situées le long des côtes franques révèlent à la fois la soif de richesse et l'envie d'affirmation culturelle. Ces incursions provoquent des réactions hostiles, aussi bien militaires que politiques, de la part des souverains carolingiens. Charlemagne et ses successeurs cherchent à protéger leurs frontières tout en exploitant des alliances temporaires avec certains chefs vikings, créant un contexte d'incertitude pour Ragnar. Dans ce jeu d'équilibre, les affrontements avec d'autres chefs vikings s'avèrent tout aussi stratégiques. La compétition pour les territoires et les ressources conduit à des guerres intertribales qui redéfinissent régulièrement les contours du pouvoir. Ragnar, connu pour sa ruse et son habileté au combat, parvient souvent à négocier la paix ou à imposer sa supériorité, consolidant ainsi sa réputation. Toutefois, ces conflits affaiblissent parfois temporairement ses forces, créant des ouvertures exploitées par ses opposants. La dimension religieuse joue également un rôle important dans ces relations. Alors que Ragnar et ses compagnons observent les anciennes croyances nordiques, leur rencontre avec les royaumes chrétiens engendre des tensions d'ordre idéologique. Certains chefs vikings adoptent des formes de tolérance ou même de conversion partielle, cherchant ainsi à s'intégrer ou à bénéficier d'un rapprochement avec les pouvoirs concernés. Ragnar, toutefois, semble maintenir une posture affirmée, qui reflète une volonté de préserver l'identité culturelle face aux influences extérieures. Les échanges commerciaux entre les différentes parties constituent un autre aspect notable des alliances et des antagonismes. Les routes maritimes ouvertes par les raids permettent aussi le commerce d'objets rares, d'esclaves et de denrées précieuses. Les pactes conclus autour de ces activités économiques sont souvent fragiles, soumis aux variations du climat politique et de la confiance entre chefs. Ragnar sait tirer parti de ces réseaux pour renforcer son pouvoir, mais reste vigilant face aux rivalités qui peuvent surgir. Plus largement, les enjeux géopolitiques de l'époque s'inscrivent dans un processus d'expansion et de structuration du monde viking. L'autorité de Ragnar s'étend au-delà des simples compagnons guerriers, touchant des populations variées et des territoires en mutation rapide. La maîtrise des passages stratégiques, des ports et des points forts naturels est au cœur des préoccupations, révélant une vision stratégique sophistiquée. Chaque alliance apporte des ressources nouvelles, tandis que chaque conflit forge l'identité même des groupes impliqués. Ragnar apparaît ainsi comme une figure centrale dans le maillage complexe des forces en présence. Sa capacité à naviguer entre coopération et confrontation témoigne d'une intelligence politique précoce, mais aussi des limites imposées par les réalités du pouvoir. Ses choix, parfois audacieux, parfois prudents, façonnent le destin de sa lignée et le cours de l'histoire nordique. La richesse des interactions entre alliés et adversaires donne à son récit une profondeur qui dépasse la simple légende. Enfin, l'étude des documents contemporains et des sagas nous livre un aperçu nuancé de ces relations. La multiplicité des sources, parfois contradictoires, oblige à une lecture attentive des événements et des motivations des protagonistes. Cette complexité souligne l'importance d'une approche critique pour comprendre le rôle de Ragnar dans ce contexte marqué par le brassage des cultures et des pouvoirs. Il incarne ainsi un pivot entre traditions anciennes et transformations à venir. Alors que nous nous préparons à aborder de nouvelles facettes de son existence, il convient de garder en mémoire la toile d'alliances et d'adversités qui définit son parcours. La suite de cette histoire explorera plus avant les moments déterminants où ces relations se traduisent en actes décisifs, influençant durablement le paysage politique scandinave et au-delà. Les récits légendaires sur Ragnar, l'une des sources majeures,
est la saga de Ragnar Lodbrok, qui dépeint Ragnar comme un guerrier redoutable, capable de prouesses guerrières exceptionnelles. Selon cette tradition, Ragnar aurait mené plusieurs raids contre les royaumes anglo-saxons et francs, consolidant ainsi une réputation qui dépasse largement la simple figure d'un chef viking. Toutefois, les auteurs de ces sagas avaient pour objectif de divertir autant que d'instruire, ce qui introduit naturellement une part de fiction dans leur récit. Par ailleurs, certaines traditions orales, transmises de génération en génération par les conteurs vikings, ont fortement influencé ces écrits. Ces récits avaient pour vocation d'exalter les exploits des ancêtres, renforçant leur statut mythique et héroïque. Ils associaient souvent Ragnar à des éléments surnaturels, tels que des visions divines ou des combats contre des monstres, attributs qui visent à édifier un modèle d'idéal guerrier et social pour l'époque. Les historiens modernes tentent de démêler ce mélange complexe en examinant les sources contemporaines des invasions vikings, telles que les chroniques anglo-saxonnes ou franques, qui font mention de chefs guerriers ayant pu inspirer l'image de Ragnar. Cependant, aucune preuve directe ne permet d'identifier un individu unique et historique portant ce nom et accomplissant l'ensemble des exploits attribués par les sagas. Il est probable que cette figure soit une synthèse d'actions attribuées à différents chefs avec lesquels la mémoire collective s'est construite. L'importance des sagas islandaises dans la formation de la légende ragnarienne est indéniable, mais elles doivent être lues en gardant à l'esprit qu'il s'agit de récits épiques. Ces textes valorisent la bravoure, la loyauté et la ruse, souvent implantés dans un cadre où la réalité historique se confond avec l'imaginaire. Par exemple, l'épisode de la prison d'York et de la chute dans la fosse aux serpents reflète moins un événement historique précis qu'un mythe symbolique sur la résilience et le destin. En analysant les différentes versions de ces sagas, on remarque également que les personnages secondaires, tels que les fils de Ragnar, Björn, Ivar, Ubbe et Sigurd, prennent un rôle de plus en plus significatif, relançant la narration à travers leurs propres exploits. Cela montre comment la légende s'est étendue sur plusieurs générations, illustrant aussi les valeurs familiales, les luttes pour le pouvoir et la transmission de l'héritage viking. Les traditions orales, quant à elles, ont probablement permis de préserver ces récits avant leur fixation par écrit. Les poèmes skaldiques et les chants guerriers jouaient un rôle clé pour entretenir la mémoire collective en présentant Ragnar et ses descendants comme des figures exemplaires dans la culture nordique. Ces compositions rythmiques facilitaient l'apprentissage et la récitation publique lors des assemblées et banquets, un aspect central dans la société viking. Il faut aussi considérer que l'Orient a eu une influence indirecte sur ces traditions. Les routes commerciales et les confrontations militaires entre les Vikings et les Byzantins ou les peuples slaves ont enrichi le paysage culturel de ces récits, contribuant à diversifier les histoires et à intégrer des motifs étranges ou exotiques dans la narration autour de Ragnar et ses compagnons. Ainsi, l'étude des sources mythiques et épiques révèle une figure complexe et multifacette, largement façonnée par la mémoire collective et l'imagination des conteurs. L'absence de documents contemporains fiables oblige les chercheurs à rester prudents quant à la véracité historique de ces exploits. Mais cela n'enlève rien à la valeur culturelle et symbolique de ces récits. Ils demeurent une fenêtre fascinante sur les mentalités et les valeurs des sociétés scandinaves de l'époque médiévale. Pour résumer, Ragnar Lodbrok, tel qu'il ressort des sagas et des traditions orales, est plus qu'un simple guerrier. Il est devenu un héros archétypal, un personnage à la fois historique et légendaire, porteur des idéaux vikings. Son image a traversé les siècles, nourrissant autant les imaginations des conteurs que les réflexions des historiens modernes. Cette ambivalence entre mythe et réalité est typique de nombreux héros médiévaux, dont la vie réelle est difficile à cerner sans les nombreux embellissements transmis oralement et littérairement.
C'est dans cette perspective d'analyse que nous poursuivrons notre exploration, en abordant désormais les chroniques écrites plus anciennes, leurs témoignages indirects, et comment elles viennent compléter ou contredire les sagas islandaises, enfin, proposant une lecture différente de la figure de Ragnar, la famille de Ragnar et ses héritiers. Parmi les fils attribués à Ragnar, Björn Côte de Fer occupe une place de choix, tant par sa réputation de guerrier que par son rôle politique. Son surnom rappelle sa robustesse physique et sa résistance au combat, qualité indispensable pour un chef de clan à son époque. Son apparition dans les sagas témoigne d'une figure qui conduit des expéditions loin des terres natives, notamment vers la Méditerranée, illustrant la portée géographique de l'influence viking. Björn incarne ainsi la dynamique d'expansion et d'aventure typique de cette famille, combinant bravoure et sens stratégique. Ivar le Désossé offre une autre facette de cette postérité. Considéré comme l'un des personnages les plus redoutés, son surnom se rapporte à une invalidité physique, mais cela ne l'a guère empêché d'acquérir une autorité redoutable. Souvent présenté comme un stratège hors pair, il a dirigé des campagnes particulièrement brutales en Angleterre, renforçant la domination viking dans la région. Sa personnalité complexe mêle habileté politique et férocité guerrière, ce qui accentue l'aura de la famille Lodbrok, montrant que la force ne se limite pas uniquement à la vigueur physique. Sigurd Serpentknut se distingue quant à lui par son courage et sa volonté de consolider l'héritage paternel à travers ses exploits. Son surnom évoque une posture de combat spécifique, peut-être un témoignage de son habileté technique lors des affrontements. Sigurd joue un rôle moins dominant que ses frères, mais n'en demeure pas moins un acteur clé pour maintenir les alliances et affirmer la présence viking dans les territoires conquis. Sa participation à diverses campagnes en Irlande ou en Écosse illustre l'importance de la famille dans la mosaïque des conflits régionaux. Hvitserk, souvent associé à des récits plus fragmentaires, complète ce tableau familial. Son nom signifie littéralement « chemise blanche », ce qui pourrait évoquer un rôle cérémonial ou symbolique au sein de la fratrie. Bien que son parcours historique soit moins documenté que celui de ses frères, il paraît participer activement aux raids vikings, univers où l'honneur familial et la conquête se conjuguent intimement. La diversité des expériences de ses fils reflète la complexité d'une époque où chaque membre devait s'adapter à un contexte politique et militaire mouvant pour survivre et prospérer. Au-delà de ces figures, la descendance de Ragnar s'étend souvent selon des récits parfois confus entre histoire et légende. Les mariages, les alliances tribales et les rivalités internes composent l'armature d'un monde où la famille représente le lien essentiel de continuité culturelle et politique. Chaque héritier cherche à affirmer son identité tout en s'inscrivant dans un héritage valorisé par les sagas. Cette dynamique familiale illustre les tensions persistantes entre collaboration et compétition pour le contrôle des territoires et du pouvoir. L'importance des fils de Ragnar ne se limite pas à leurs exploits militaires. Ils sont aussi à l'origine d'une transmission culturelle, symbolisée par la diffusion des mythes vikings et des traditions scandinaves vers des contrées lointaines. Par leur implication dans des territoires conquis, ils deviennent des vecteurs d'influence, modelant les sociétés locales tout en intégrant des éléments étrangers. Cette conjugaison de force, de diplomatie et de culture forge une identité viking en mutation, portée par la lignée de Ragnar Lodbrok. Les récits qui entourent la famille Lodbrok révèlent également plusieurs niveaux de perception historique. D'un côté, les chroniqueurs anglo-saxons et médiévaux dressent un portrait souvent hostile, mêlant peur et fascination. De l'autre, les traditions norroises racontent une histoire de courage et d'héroïsme, exaltant la fidélité à la terre et à la lignée. Cette double lecture renforce la complexité de l'héritage familial, dont la mémoire persiste au-delà des faits bruts,
nourrissant les imaginaires à travers les siècles. L'héritage de Ragnar et de ses fils demeure un sujet d'étude passionnant pour les historiens. Leurs actions servent de prisme pour comprendre les transformations profondes de l'Europe au tournant du premier millénaire. Ils incarnent à la fois les défis des migrations, des conquêtes et des implantations durables. La famille incarne à travers ses destins croisés une époque charnière où se mêlent tradition guerrière, stratégie politique et évolution sociale, offrant un miroir fascinant des forces qui sculptent l'époque. L'influence des descendants de Ragnar dépasse même le cadre scandinave. Leur présence en Angleterre, en Irlande et en France démontre un réseau d'interactions particulièrement étendu. Cette diffusion contribue à une hybridation culturelle, perceptible dans l'architecture, la langue et les pratiques sociales des populations concernées. Ainsi, la famille n'est pas seulement un sujet mythologique, mais un acteur historique majeur de la période viking, par sa capacité à transformer durablement les espaces qu'elle investit. Finalement, l'analyse de cette famille illustre la manière dont les sagas nordiques mélangent faits historiques et éléments légendaires. Ragnar et ses fils naviguent entre réalité et mythe, contribuant à la construction d'une identité collective qui inspire depuis longtemps. Leur postérité recèle un potentiel narratif riche et une valeur symbolique forte, source inépuisable de fascination pour les chercheurs, comme pour le grand public. Ce mélange subtil explique en partie le succès des histoires liées à cette lignée dans la mémoire populaire. Cette famille montre que la transmission du pouvoir et des valeurs vikings passe par des figures à la fois héroïques et humaines. Les défis qu'ils affrontent, les choix qu'ils font, racontent une humanité en quête de sens au cœur d'un monde tumultueux. Leur destin converge vers une volonté de grandeur qui marque profondément l'histoire du Nord et se prolonge dans la mémoire des peuples. En retraçant leur parcours, on perçoit mieux les racines historiques d'un mythe encore vivant aujourd'hui. Alors que nous poursuivons cette exploration, il est essentiel de considérer le contexte politique élargi de l'époque. Les alliances des conflits entre Vikings, royaumes anglo-saxons, francs et autres groupes jouent un rôle clé pour appréhender la portée réelle de la famille de Ragnar. C'est dans ce cadre dynamique que les héritiers de ce personnage s'inscrivent, porteurs d'un héritage lourd et chargé de responsabilités. Nous verrons comment, dans les épisodes suivants, ces éléments interagissent pour dessiner une époque pleine de contrastes et de transformations profondes. La capture et la mort de Ragnar. Au fil des siècles, la fin de Ragnar Lodbrok a suscité de nombreuses interrogations et récits divergents. Les textes anciens, que ce soit les sagas nordiques ou les chroniques médiévales, relatent des événements semblables, mais souvent contradictoires quant aux circonstances de sa capture et de sa mort. Cette abondance de sources permet d'aborder la figure de Ragnar avec une attention particulière aux détails qui varient selon les auteurs. Les sagas islandaises, notamment la saga de Ragnar Lodbrok et la saga des fils de Ragnar, fournissent une narration largement développée. Elles racontent que Ragnar, après une vie marquée par ses nombreuses expéditions et conquêtes, fut finalement capturé par le roi Hela de Northumbrie. Ce dernier, selon ses sources, éprouvait une profonde animosité envers Ragnar en raison des attaques répétées que ce dernier avait menées sur ses terres. La légende la plus répandue décrit la captivité de Ragnar dans une fosse aux serpents. Enfermé dans un trou étroit où des reptiles venimeux avaient été placés, il aurait été condamné à une mort lente et douloureuse, reflet cruel de la haine que lui portait Hela. Cette scène symbolise la fin tragique du héros viking, mais demeure l'objet de débats parmi les historiens quant à sa véracité. Parmi les chroniques anglo-saxonnes, telles que la Chronique anglo-saxonne ou les écrits de Guillaume de Jumièges, la capture de Ragnar est également mentionnée. Ces documents, bien que plus sobres que les sagas nordiques, décrivent la victoire d'Hela
et confirme qu'un chef viking de grande renommée fut soumis à un supplice terrible. Toutefois, il se montre plus laconique sur les détails et insiste surtout sur les conséquences politiques. Une autre version un peu différente apparaît dans les annales franques. Ces dernières font état d'un Ragnar vaincu, mais ne précisent pas exactement son sort final. Elles évoquent son rôle crucial dans les raids scandinaves en Europe occidentale et sa réputation de guerrier redoutable, sans toutefois approfondir les détails de sa mort. Cette omission laisse place à l'interprétation et aux légendes qui se sont développées ensuite. Les fils de Ragnar jouent également un rôle essentiel dans ces récits, notamment en ce qui concerne la réaction à sa mort. Selon les sagas, ils auraient juré de venger la perte de leur père en lançant une campagne militaire contre Hela et la Northumbrie. Ce serment funèbre donne une continuité dramatique aux événements et explique en partie la transmission de la mémoire de Ragnar à travers les générations. Il est intéressant de noter que dans certaines traditions, la mort de Ragnar se situe hors des terres anglaises, dans des royaumes scandinaves en lutte pour le pouvoir. Cette version met l'accent sur la dimension politique interne à la Scandinavie plutôt que sur les conflits avec les anglo-saxons. Elle ouvre une perspective différente sur la fin de ce personnage, souvent présenté uniquement comme un conquérant extérieur. Par ailleurs, l'aspect historique et le mythe se mêlent parfois au point de rendre difficile la séparation entre fait et fiction. Ragnar Lodbrok pourrait être une fusion de plusieurs chefs vikings, ce qui expliquerait la diversité des récits. Cette hypothèse est largement discutée dans les milieux académiques et contribue à complexifier la compréhension exacte de sa disparition. Des archéologues et historiens ont tenté d'identifier des sites en Angleterre qui correspondent aux lieux mentionnés dans les sources. Le lieu supposé de sa capture serait aux environs de York, ancienne capitale viking appelée Jorvik. Les fouilles fournissent des éléments sur la présence viking dans la région, mais n'apportent pas de preuves directes concernant Ragnar lui-même. La dimension symbolique de la mort de Ragnar est également remarquable. Son supplice dans la fosse au serpent, au-delà de la cruauté, évoque un motif récurrent de sacrifice et de renaissance dans de nombreuses cultures. Cette image marquante a alimenté la mémoire collective et la littérature populaire, contribuant à la popularité durable de ce personnage mythique. Malgré la diversité des sources, il reste indéniable que la capture et la mort de Ragnar Lodbrok ont provoqué une profonde résonance en Europe médiévale. Leur évocation rappelle l'impact des incursions scandinaves et la formation des royaumes anglo-saxons, ainsi que la lutte incessante pour le pouvoir. Ce contexte historique enrichit la figure de Ragnar d'une complexité que les récits seuls ne sauraient pleinement exprimer. Au fil de notre étude, il apparaît que les versions de la capture et de la fin de Ragnar sont multiples et souvent teintées des visions culturelles propres à chaque tradition. Qu'il s'agisse de l'épopée nordique ou des chroniques anglo-saxonnes, chaque récit reflète des préoccupations spécifiques, qu'elles soient légendaires ou politiques. Cette diversité traduit l'importance de Ragnar pour différentes populations. La nature fragmentaire des sources impose une lecture prudente. Les faits historiques précis sont souvent éclipsés par des éléments mythologiques et héroïques. C'est pourquoi il est essentiel d'aborder ce sujet avec un regard critique, en tenant compte des contextes de rédaction et des objectifs des chroniqueurs, souvent peu éloignés de la propagande. En conclusion, l'histoire de la capture et de la mort de Ragnar Lodbrok reste un mélange fascinant de réalité historique et de mythe. Elle illustre comment une figure peut devenir un symbole puissant à travers les âges, pris entre faits et légendes. À mesure que les recherches progressent, de nouvelles hypothèses continueront à nourrir la réflexion sur ce personnage emblématique. Nous pouvons maintenant envisager comment cette fin tragique a influencé non seulement la mémoire collective, mais aussi les actions des descendants supposés de Ragnar, et comment cette histoire a traversé les siècles jusqu'à notre époque. Cette transition ouvre la voie
à l'exploration des conséquences et des légendes héritées par ses fils et ceux qui ont continué son combat. L'héritage historique et culturel de Ragnar. L'héritage de Ragnar Lodbrok, personnage emblématique de la mythologie nordique et de l'histoire médiévale, dépasse largement les simples récits de batailles et d'exploits guerriers. Son nom résonne aujourd'hui encore dans la mémoire collective, non seulement des peuples scandinaves, mais aussi au-delà des frontières européennes. Comprendre cet héritage, c'est saisir comment une figure semi-légendaire s'est inscrite durablement dans la culture populaire, dans les réflexions historiques et dans l'identité symbolique d'une époque marquée par l'expansion et la rencontre entre civilizations. Ragnar, aussi appelé le serpent-pied selon certaines sources, apparaît pour la première fois dans des sagas islandaises composées entre les XIIe et XIIIe siècles. Ces textes, mêlant histoire et légende, présentent un personnage à la fois héros, roi et aventurier. Sa vie, en grande partie imaginaire, reflète toutefois les valeurs vikings: courage, ingéniosité, désir de conquête et soif d'honneur. La richesse des récits autour de Ragnar témoigne de l'importance qu'on lui accordait comme symbole de la force viking, un archétype de guerrier capable de repousser les limites du possible. En explorant l'impact culturel, il faut souligner comment Ragnar est devenu un pivot autour duquel s'est forgée une certaine idée de l'héroïsme nordique. Dans ces terres marquées par des conflits incessants, le personnage de Ragnar rassemble une image idéale. Il incarne la bravoure face à l'adversité, la fidélité à ses hommes et la force d'un leadership capable de réunir des clans divisés. Cette figure mythique sert donc aussi à renforcer un sentiment d'identité collective, essentiel pour un peuple souvent dispersé en petites communautés rivales. Le rôle symbolique de Ragnar se manifeste également dans la littérature et les arts. Longtemps, les auteurs ont utilisé sa figure pour incarner à la fois la tradition et la transformation. Par exemple, au XIXe siècle, lors des mouvements nationaux en Scandinavie, Ragnar fut évoqué comme un modèle ancestral, un lien vivant entre le passé héroïque et les aspirations modernes. La redécouverte de cette période historique à travers les récits de Ragnar permit de renforcer la fierté culturelle et l'unité des peuples nordiques, en particulier en Suède, en Norvège et au Danemark. Au-delà des frontières nordiques, l'influence de Ragnar se propage également. En effet, ses exploits sont mentionnés dans des chroniques anglo-saxonnes et franques, où il est décrit comme un chef redouté et stratégique. Cette reconnaissance extérieure montre que Ragnar aurait joué un rôle non seulement légendaire, mais aussi historique, en tant que moteur des raids vikings qui bouleversèrent l'équilibre politique et économique de l'Europe occidentale au cours des siècles précédents. L'une des dimensions fascinantes de cet héritage est la capacité de l'histoire de Ragnar à traverser les siècles, s'adaptant aux besoins et aux sensibilités des époques successives. Ainsi, les récits évoluent avec le temps, mêlant réalité et mythe. Certaines versions insistent sur ses origines divines ou son lignage royal. D'autres soulignent ses talents militaires ou son intelligence politique. Ce croisement entre mythe et histoire nourrit un imaginaire collectif riche et complexe, favorable à la création de représentations multiples et durables. Dans la culture populaire contemporaine, Ragnar Lodbrok connaît une renommée amplifiée par la diffusion mondiale de séries télévisées, de romans et de jeux vidéo. Cette renaissance médiatique renouvelle l'intérêt pour les Vikings en général et pour leur influence historique. Dans ces adaptations, l'accent est mis sur la dimension humaine de Ragnar, ses conflits intérieurs, ses relations familiales, sa vision pragmatique du pouvoir. Cela humanise la figure mythique et la rend accessible à un public mondial, tout en maintenant les fondements de son image originelle. Au niveau symbolique, Ragnar incarne aussi un idéal à double face, celui du conquérant, mais aussi du père de famille et stratège. Son héritage dépasse ainsi les simples actions guerrières pour englober une vision plus complète de la vie dans les sociétés nordiques anciennes.
Les liens familiaux, la loyauté envers le clan et l'adaptabilité face aux circonstances sont des éléments essentiels de son portrait, ce qui enrichit la compréhension globale que l'on a des Vikings, souvent caricaturés uniquement comme des pillards, brutaux. Par ailleurs, son nom est souvent utilisé comme un symbole d'indépendance et de rébellion contre l'oppression. Dans différentes périodes historiques, des groupes et des mouvements se sont réappropriés l'image de Ragnar pour justifier des revendications politiques ou culturelles. Cette instrumentalisation révèle à quel point une figure historique peut se muer en symbole puissant, capable de transcender son contexte d'origine pour toucher des thèmes universels et intemporels. Il est également important de noter que l'héritage de Ragnar s'inscrit dans une tradition orale avant d'être fixé par écrit. Les récits transmis de génération en génération ont contribué à faire de lui non seulement une figure de l'histoire, mais aussi un élément clé du patrimoine immatériel nordique. Ce caractère collectif de la mémoire autour de Ragnar explique en partie la diversité des versions et l'ambiguïté entre mythe et réalité qui persiste encore aujourd'hui. Enfin, analyser l'impact durable de Ragnar, c'est aussi considérer son rôle dans le dialogue interculturel. Par ses raids et ses voyages, il a participé à la circulation des idées, des marchandises et des pratiques entre le nord de l'Europe et des régions aussi éloignées que l'Angleterre, la France ou même la Méditerranée. En ce sens, Ragnar est un symbole des échanges et des confrontations qui ont façonné le continent à une époque charnière de son histoire. À mesure que l'on s'approche de la conclusion de cette réflexion, il devient évident que Ragnar Lodbrok incarne bien plus qu'un simple personnage historique. Il représente une construction mythico-historique qui synthétise les forces, les valeurs et les aspirations d'une époque tout en restant une source d'inspiration pour les générations futures. Le lien ténu entre histoire, légende et culture populaire qu'il incarne invite à poursuivre l'exploration de ce personnage dans son contexte large et mouvant. Ainsi, le prochain chapitre approfondira les relations familiales de Ragnar et leur influence sur la formation des royaumes vikings. Les représentations modernes de Ragnar. Depuis le début du XXIe siècle, la télévision a joué un rôle primordial dans le renouvellement de l'image de Ragnar. La série télévisée d'origine nordique, puis son adaptation internationale, ont exploité une narration sérielle qui mélange aventures épiques, intrigues politiques et portraits psychologiques détaillés. Ragnar y est dépeint comme un chef charismatique, stratège brillant, mais aussi homme aux doutes profonds, ce qui humanise une figure autrefois perçue comme uniquement guerrière et légendaire. Ce choix narratif participe à ancrer l'histoire dans un réalisme qui séduit un public moderne, toujours avide de personnages complexes et ambivalents. Dans les romans historiques, l'approche se veut souvent plus rigoureuse sur le plan documentaire, même si la frontière entre fiction et réalité reste floue. Plusieurs auteurs contemporains s'efforcent de respecter les indices laissés par les sources scandinaves, tout en imaginant des récits plausibles sur la vie quotidienne, les coutumes vikings et les événements militaires. Ils s'appuient sur des recherches approfondies, mais incluent aussi des éléments romancés pour maintenir l'intérêt du lecteur. Ragnar y apparaît plus que jamais en tant que figure historique en interaction avec son temps, son environnement politique et culturel, et non pas seulement comme un symbole mythique. Les documentaires et les films ont parallèlement contribué à diffuser des représentations où les faits historiques sont examinés avec une attention particulière. Ces productions adoptent un ton neutre, souvent narré sans exaltation, qui vise à expliquer la genèse des sagas, l'importance des découvertes archéologiques et l'historicité hypothétique de Ragnar. Elles mettent en lumière la complexité des sources, soulignant les contradictions et les lacunes, et invitent les spectateurs à une réflexion critique sur ce que nous croyons savoir. Cette démarche pédagogique enrichit la compréhension globale du personnage au-delà de la simple fascination pour ses exploits. Au-delà des écrans et des pages, la figure de Ragnar inspire aussi des débats
sur l'identité culturelle et le rapport à l'histoire dans les sociétés nordiques et occidentales en général. Les usages modernes de son image signalent un désir de renouer avec un passé perçu comme fondateur, mais aussi une manière de questionner les valeurs actuelles à travers le prisme de l'héritage viking. Ainsi, les représentations actuelles de Ragnar s'inscrivent à la fois dans une logique de divertissement, d'éducation et parfois de revendication symbolique, ce qui complexifie encore davantage sa place dans la mémoire collective. Une autre dimension importante concerne l'impact de ces représentations sur les stéréotypes autour des Vikings. Alors que les œuvres populaires ont tendance à exalter l'aspect guerrier et aventureux, elles contribuent parfois à renforcer des clichés simplistes ou erronés, occultant la diversité culturelle, sociale et spirituelle de cette période historique. Cependant, une production critique assez récente cherche à contrebalancer cette tendance en montrant la richesse des échanges, la complexité des structures sociales et l'importance des croyances dans la vie quotidienne, ramenant Ragnar à une figure plus nuancée et moins caricaturale. La dimension médiatique ne se limite pas à l'Occident. En effet, la diaspora viking et les communautés nordiques contemporaines utilisent souvent la figure de Ragnar à travers divers médias pour revendiquer un patrimoine commun. Parmi eux, les podcasts, les jeux vidéo et les réseaux sociaux jouent un rôle croissant dans la diffusion et l'adaptation du mythe, souvent avec une forte interactivité et une volonté de réinterprétation au contact d'audiences multiples. Ces formats innovants participent à renouveler sans cesse l'image de Ragnar, faisant de lui un personnage vivant, sujet à de multiples lectures et appropriations culturelles. En littérature jeunesse, la transmission de la légende de Ragnar prend une forme plus accessible, simplifiant certains aspects tout en conservant l'essentiel de son aura légendaire. Le défi consiste à proposer un récit à la fois fidèle aux sources et adapté aux sensibilités actuelles, en évitant la glorification excessive de la violence et en valorisant la dimension humaine et historique. Ces récits initiatiques permettent de maintenir l'intérêt pour l'histoire scandinave, tout en préparant les jeunes lecteurs à une approche plus critique et informée à mesure qu'ils grandissent. Il convient enfin de mentionner les controverses qui entourent parfois l'utilisation commerciale et symbolique de Ragnar. Certaines, par exemple, des groupes extrémistes ont à plusieurs reprises tenté de s'identifier à l'image guerrière viking, ce qui pousse les historiens et les créateurs à réfléchir à une représentation responsable et équilibrée. Cela souligne la nécessité d'une vigilance permanente dans la manière dont ce personnage est présenté et perçu. Les adaptations modernes de la figure de Ragnar Lodbrok illustrent ainsi une dynamique culturelle riche et évolutive. Chaque nouvelle version apporte son lot de questions sur la manière dont l'histoire est racontée et vécue dans la société contemporaine, entre fidélité aux faits et liberté créative. La popularité persistante de Ragnar témoigne d'un besoin profond de connexion avec des récits fondateurs, tout en invitant à une lecture critique, nuancée et renouvelée. Cette complexité pave la voie à une exploration encore plus approfondie des dimensions historiques et mythologiques de ce héros ancien. Alors que nous nous intéressons à la dernière phase de l'évolution de la mémoire de Ragnar, il devient essentiel de comprendre comment cette figure trouve sa place dans les imaginaires collectifs actuels et futurs. La prochaine analyse portera sur les implications culturelles de cette actualisation et sur les perspectives offertes par les recherches récentes dans divers domaines académiques, ouvrant ainsi un dernier regard sur l'héritage vivant laissé par ce personnage fascinant. Conclusion sur la figure de Ragnar Lodbrok. Ragnar Lodbrok occupe depuis longtemps une place fascinante dans l'imaginaire collectif. Entre légende et réalité, son histoire soulève de nombreuses interrogations qui nourrissent à la fois la curiosité des historiens et l'attrait du grand public. Ce personnage emblématique est souvent perçu comme un chef viking redoutable, un explorateur audacieux et un guerrier dont les exploits ont traversé les siècles.
Pourtant, la part de mythe qui entoure sa figure amène à considérer attentivement les sources historiques disponibles et à réfléchir à ce que représente véritablement ce nom aujourd'hui. L'épopée de Ragnar Lodbrok s'entrelace avec des récits anciens, tels que les sagas islandaises et les chroniques médiévales, qui combinent souvenirs historiques, traditions orales et imaginaires. Bien qu'il semble exister plusieurs versions de son histoire, aucun document contemporain ne permet d'assurer avec certitude qu'il ait existé sous la forme que décrivent ces textes. Cette coexistence d'éléments avérés et de légendes est caractéristique des figures héroïques antiques, mais elle suscite également un questionnement sur le rôle des récits dans la construction de l'identité culturelle. Les caractères attribués à Ragnar reflètent les valeurs que la société viking valorisait, comme le courage, l'ingéniosité et le sens de la justice. Il incarne la figure du chef à la fois exigeant et protecteur, capable de guider son peuple face à l'adversité. La représentation de ses voyages vers des contrées lointaines évoque la curiosité des Vikings pour le monde, ainsi que leur aptitude à naviguer des mers parfois hostiles. Ces qualités, même si elles ont pu être amplifiées par le récit, contribuent à forger une image inspirante qui continue de résonner dans l'imaginaire collectif. Dans l'étude des sources historiques, il est important de distinguer entre ce qui relève du mythe et ce qui peut être confirmé par des archives ou des vestiges archéologiques. Les annales anglo-saxonnes, par exemple, mentionnent un chef viking appelé Ragnar, qui aurait mené plusieurs incursions en Angleterre, mais sans fournir de détails précis sur sa vie personnelle. Par ailleurs, certains noms liés à son histoire semblent avoir été utilisés par différentes personnes à différentes époques, ce qui complique la reconstitution d'un portrait unique. Cette multiplicité des origines invite à une lecture nuancée plutôt qu'à une interprétation littérale. L'image de Ragnar est aussi façonnée par la transmission orale, qui a permis à sa légende de perdurer, s'enrichissant à chaque récit raconté auprès des foyers et des veillées. Ce mode de transmission a favorisé une certaine flexibilité des détails, tout en conservant l'essence de l'événement historique ou mythique. Ainsi, la figure de Ragnar est autant un reflet des aspirations des sociétés scandinaves anciennes qu'un symbole universel de résistance et d'aventure. Ce double regard, entre histoire et mythe, fait de lui une figure fascinante pour les générations présentes et futures. Sur le plan culturel, Ragnar Lodbrok inspire divers domaines artistiques et médiatiques. Dans la littérature, il apparaît comme un personnage complexe à la fois héros et homme, parfois cruel, parfois sage. Dans la télévision moderne, notamment à travers des séries populaires, il est représenté avec une humanité palpable, confronté à ses dilemmes personnels tout en poursuivant ses ambitions. Chaque interprétation nouvelle contribue à renouveler l'intérêt pour son histoire en procurant un regard contemporain, souvent plus psychologique, sur son destin. En termes historiques, Ragnar permet de mieux comprendre le rôle des Vikings dans l'Europe médiévale. Leurs incursions, leurs échanges commerciaux et leurs stratégies de colonisation sont mieux appréhendés grâce à l'étude des récits dans lesquels il est mentionné. Il est ainsi possible de percevoir comment la mémoire collective a sélectionné et magnifié certains personnages, au détriment d'autres moins connus mais tout aussi importants. Cette sélection révèle le processus de construction identitaire qui s'opère à travers les récits et souligne l'importance de la mémoire dans la définition du passé. Il convient également de remarquer que la figure de Ragnar suscite un questionnement sur la manière dont l'histoire est enseignée et transmise aujourd'hui. Pourquoi certaines figures sont-elles érigées en héros tandis que d'autres restent dans l'ombre ? Quelles valeurs souhaite-t-on conserver et mettre en avant ? La légende de Ragnar invite à une réflexion calme et posée sur la manière dont les récits façonnent notre compréhension du passé, et sur l'importance de garder un esprit critique face aux mythes historiques. Cela encourage à une meilleure appréciation de la complexité de l'histoire. D'autre part,
Le lien entre Ragnar Lodbrok et ses descendants, qui auraient continué ses exploits selon les récits, illustre la transmission de valeurs guerrières et stratégiques dans la société viking. Ces lignées sont souvent associées à des événements marquants dans l'histoire du Nord et de l'Angleterre. Ainsi, l'importance de certaines dynasties trouve ses racines dans cette continuité légendaire qui façonne aussi la mémoire collective et les histoires familiales. Ce phénomène est fréquent dans les cultures anciennes où la filiation donnait un sens supplémentaire au récit. Enfin, la popularité actuelle de Ragnar Lodbrok témoigne du besoin contemporain de héros qui incarnent des traits intemporels tels que le courage, la détermination et la quête de sens. En revisitant son histoire, on perçoit non seulement les limites de la connaissance historique, mais aussi la richesse du patrimoine culturel transmis à travers les âges. Cette rencontre entre passé et présent nous enseigne à savourer l'histoire non pas comme une vérité figée, mais comme un dialogue enrichissant permettant de comprendre d'où nous venons et comment nous construisons notre identité. Ainsi, en mêlant les faits avérés aux légendes qui les entourent, la figure de Ragnar Lodbrok demeure une source de réflexion et d'inspiration. Son histoire invite à la fois à l'humilité devant l'immensité de notre passé et à la curiosité intellectuelle nécessaire pour l'explorer. Laissons cette pensée guider notre regard vers les récits à venir, où se dessineront les nouvelles histoires qui enrichiront toujours davantage le fascinant patrimoine humain. Passons maintenant à la suite de notre exploration, qui portera sur une autre période charnière de l'histoire médiévale.